Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un été avec Beckett. Je reprends où j'en étais avec un peu plus d'énergie, ça fait du bien le week-end. Alors, nous étions arrêtés au moment où Beckett partait à Montréal, puisque après le Mexique qu'on a vu, il se rend dans l'autre ville du sabbat, hein, le Montréal. Ce qu'il faut comprendre, la différence, c'est que le pouvoir temporel, enfin même si pour des vampires ça fait sourire, le pouvoir temporel lui est basé au Mexique puisque l'Amérique du Sud est concrètement l'arrière-base du sabbat. Pour faire un portrait dégueulasse, si quelque part c'est pauvre, il y a de la criminalité, généralement c'est parce que le sabbat est derrière, ce qui évidemment n'a aucun sens dans un aux États-Unis où tout le monde a les armes à feu. Et de l'autre, le sabbat donc, possède une base spirituelle basée à Montréal. La base spirituelle, c'est ça la grande ironie du sabbat, c'est que le sabbat se veut étant une parodie, un pastiche né suite à l'Inquisition qui va utiliser des termes comme priscus, cardinal, régent, évêque, et j'en passais des meilleurs. Au début, toute l'idée c'était que c'était quelque chose de complètement ironique, mais par exemple pour les Lasombra qui sont essentiellement, on le rappelle, hein, qui étaient vissés vraiment dans la religion catholique pendant des siècles, jusqu'à l'Inquisition et même après. Finalement, ironiquement, cette espèce de secte qui se déclare l'épée de Caïn est devenue une sorte de religion en elle-même et a dépassé une simple propagande qui serait donc que c'est les gentils, grosso modo, qui sont là pour détruire les antédiluviens, que la Camarilla, c'est que des méchants qui servent les intérêts des antédiluviens et que de toute façon les indépendants, ils en font qu'à leur tête, pour peu à peu avoir en parallèle de ce combat de propagande idéologique s'ajouter une couche religieuse qui est liée notamment à la présence de gens qui vont vénérer le culte de Caïn. Donc il y a une sorte de grande idolâtrie de Caïn en tant que personne, parce que c'est lui qui peut guider ses enfants et ses arrière-petits-enfants, donc les membres du sabbat, l'épée de Caïn, pour détruire les antédiluviens, que c'est aussi l'étude des morts et toutes les voies spirituelles dont le sabbat a le secret, contrairement à la Camarilla qui, officieusement dans tous les cas, prône le respect de la via humanitas, donc l'humanité. Et qu'à côté, en plus de ça, le sabbat est un nid d'infernalisme, puisque l'infernalisme dans Vampire, puisqu'on reste dans une mythologie qui est vraiment ancrée dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les vampires peuvent vendre leur âme à des démons, et puisque le sabbat est prêt à tout pour gagner contre la Camarilla, eh bien beaucoup se tournent vers le gain personnel ou pour des intentions plus nobles, vers des démons pour obtenir du pouvoir. Sauf que, évidemment, pour le sabbat, ça marche pas, parce que le sabbat part du principe que et c'est vrai, enfin, dans la grande tradition de Marlowe, le pacte faustien en soi, c'est une aliénation supplémentaire qui est encore pire que le lien du sang, qui est encore pire que les antédiluviens, parce qu'on y perd son âme. Et donc, la ferveur religieuse des inquisiteurs, quasiment, pour expurger les infernalistes, se mélange avec l'aspect pratique et juste simplement de pulvériser les infernalistes. Bref, Beckett arrive à Montréal. À Montréal, il est toujours avec Lucita qui le rejoint. Et Lucita, elle aussi, est revenue dans les rangs du sabbat. À la base, c'était quelqu'un qui était complètement indépendant. C'était un de ces super PNJ de l'enfer, probablement des PJ de certains des testeurs ou des joueurs de chez White Wolf qui sont super balèzes et ont tous les pouvoirs. Donc je suis pas extrêmement friand, même si c'est sympa d'avoir un peu toujours les mêmes têtes qui reviennent. À Montréal, Beckett a l'occasion de parler notamment avec Strathconda. Donc Strathconda, quel Strathconda? C'est le cardinal de toute la côte est du Canada et du nord des États-Unis, qui se partage avec Polonia, si je me rappelle bien. Et la grande différence entre lui et beaucoup de gens, c'est que c'est un type qui est arrivé avec les premiers colons, donc avec Jacques Cartier, qui était d'abord Camarilla, et ensuite a senti le vent tourner en sentant que la Camarilla était un peu étouffée, a décidé de tourner Cossack, de rejoindre le Sabbat, et de s'établir en fait établir cette place forte de Montréal. Sauf que finalement, Strathconda, même si certes il est ce qu'il est, s'aperçoit que finalement le sabbat c'est pas forcément le Camarilla et il commence à œuvrer en sous-main pour rejoindre la Camarilla, saper l'autorité du sabbat sur Montréal et peu à peu laisser faire le cours des choses.
Stratconda fait partie de ces mecs assez intéressants, qui comme Vaestana, qui comme Dominique, c'est ça, Dominique d'Orléans, je crois, non, Dominique tout court, sont des sabbatistes humanistes. Ce qui est quelque chose d'assez rare, donc c'est vraiment des gens qui ont foncé sur l'aspect humanité, enfin sur l'aspect libération des anciens, rejet des antédiluviens, mais toute la partie guerre sainte, entre parenthèses, ne les intéresse pas. Et donc il n'y a pas cet aspect renier l'humanité, nous sommes des bêtes, ça lui passe sur la tête. C'est un truc assez intéressant dans le profil, pour moi, des plus vieux vampires du sabbat. Donc Montréal va se retrouver donc, avec Beckett qui va aller discuter avec les différentes factions en présence pour se retrouver encore une fois dans des embrouilles pas possibles. Il va notamment se faire attaquer par un groupe très très étrange dirigé par un certain Dastur. Il va y avoir de multiples attaques partout où il va aller. Au milieu donc des sabbatistes qui sont plus... À Montréal, en général, les sabbatistes sont plus chill parce que même s'ils sont inhumains, ils sont essentiellement là pour étudier les voies de Caïn, étudier les manuscrits sacrés. Donc pour Beckett, ça tombe plutôt bien. Et c'est le moment où d'ailleurs Lucita dit « Wow, 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 mon gars, barre-toi parce que j'ai pas envie trop que tu perdes d'humanité, je suis quand même un peu à la cool. » Et il y a toutes sortes les échauffourées qui vont prendre à Montréal vont être de plus en plus importantes en mêlant non seulement la façon de Dashtour, mais aussi des mystérieux assassins qui ne sont pas identifiés et dont on vous révèle tout dans le petit chapitre ensuite, donc la partie verte. Donc il va croiser tous les PNJ qui sont assez importants de Montréal, sur lesquels je ne vais pas revenir parce que je ferai une analyse dans AGN de Montréal sur Paris Night. Mais pour aller très très vite, Montréal est détenu par plusieurs factions de nodistes, de différents penseurs du sabbat qui évidemment ne sont jamais d'accord et ont tendance à se tirer la bourre, ce qui engendre des complications parce qu'il y a un autre truc de Montréal qui est extrêmement intéressant, c'est que sous Montréal, et d'ailleurs ça c'est marrant parce que là il y a encore un chat entre... on voit que Beckett a appris à utiliser un chat internet puisqu'il a changé son pseudonyme en Homme-Loup et Lucita c'est la reine sanglante si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Qui lui parle un petit peu de la tribu perdue. Donc la tribu perdue c'est une sorte de groupe d'assamites qui vénérait Zila, donc notamment avec Dastur si je dis pas de bêtises. Zila, donc on rappelle, hein, il y a Caïn, il y a 3 seconde génération, puis il y a les antédiluviens. Sauf que, techniquement, on part du principe que les antédiluviens ont tué leurs parents, mais si vous lisez les différents livres de clans, c'est pas exact, et puis de toute façon, ils sont tellement puissants, est-ce que vraiment les antédiluviens seraient capables de tuer leurs parents? Par exemple, la tribu perdue qui vénère Zila aurait accès à une statue, à la forme de Zila, disons, en torpeur, qui serait une grande statue de pierre et qui des fois pleurait des larmes de sang, un peu comme les apparitions de la Vierge. Et ils sont en train de livrer une guerre ouverte avec une autre faction qui se révèle être la vraie main noire, dont je vais reparler dans un instant. Et la dernière chose, qui est très très fun avec Montréal, donc il y a aussi c'est marrant, il y a des vampires conspirationnistes qui ont leur propre site internet et c'est pas forcément du goût des Nosferatu. Parce que l'idée c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades aussi, beaucoup de vampires qui tombent malades ou qui propagent des maladies à Montréal, ce qui est un peu bizarre. Et la raison pour ça, c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup d'archbishops, donc alors c'est en dessous de Straconda. En gros, le leader du sabbat à Montréal change tout le temps. C'est un peu comme le professeur c'est de la contre-défense occulte ou je sais plus quoi dans Harry Potter, il y en a un qui change par an. Bah là c'est pareil, il change tout le temps. Parce que il se fait tuer par des factions ignobles, parce qu'il est déclaré comme infernaliste, parce qu'il est empoisonné, il meurt entre souffrance. Et l'une des raisons motrices derrière tout ça, et encore une fois, on en revient à la célèbre paranoïa des Nosferatu qui se disent « Oh mon Dieu, il y a quelque chose dans les égouts qui nous tue un par un », et là c'est vrai, c'est qu'il y a un démon. Il y a un démon qui a été lié il y a des millénaires par les Premières Nations au Mont-Royal. Et donc sous le Mont-Royal, il y a un démon de pestilence. Le démon de pestilence, ça c'est assez rigolo aussi dans ce qui est précisé ensuite, donc dans le petit... dans la petite partie, disons, plus factuelle, c'est que c'est subodoré d'ailleurs, ça c'est que le démon en l'occurrence, qui s'appelle, alors il y a un couché dehors encore, Metatiax. Metatiax est en fait un Earthbound, donc c'est en gros, c'est
quand White Wolf a fini dit stop au monde des ténèbres, l'un des derniers jeux qui est sorti avant Orpheus s'appelait Demon the Fallen, donc Démon les déchus, qui n'est jamais sorti en français, qui était un très bon jeu, hein, c'était un excellent jeu, qui vraiment dans la ligue, un peu dans le côté Devilman, où on incarne un démon qui est coincé dans un corps, et qui doit faire, qui est comme du métal chaud bouillant et tempéré par l'eau de l'humanité, et donc devient une sorte de mélange entre les deux personnalités. Enfin, c'est essentiellement le démon qui reste dominant, mais par contre il a les souvenirs, et il a de l'humanité qui remonte, qui s'oppose au tourment qu'il a vécu pendant des siècles et des millénaires sous terre en enfer. Sauf que, avant que ces démons arrivent, parce que ça c'est à la toute fin du setting, donc quand il y a les événements apocalyptiques, il y a des démons qui ont été invoqués beaucoup plus tôt par notamment ce petit coquin Lucifer, qui n'a pas un beau rôle dans le monde des ténèbres. Il y a très longtemps, durant l'Antiquité, voire avant, c'est les démons qu'on connaît, c'est Baal, c'est Nergal, enfin pas Nergal, mais bon, tous les démons un peu classiques, Baphomet, Belphégor, j'en passe et des meilleurs, qui sont extrêmement puissants, mais qui ont été invoqués dans des artefacts. Donc, à cause de ce phylactère, ils sont liés à la Terre, concrètement, ils sont liés à des endroits spécifiques ou à un objet spécifique, mais ils sont complètement tourmentés et monstrueux. C'est là où Lucifer a fait du caca, c'est que ces démons-là sont monstrueux, sont inhumains, et donc leur but, c'est essentiellement d'asservir tout ce qu'ils peuvent d'humanité pour qu'ils soient vénérés, que ça leur donne de la foi et des pouvoirs, et ainsi reprendre leur lutte pour détruire à jamais les séraphins, les anges, Dieu, et tout ce qui, et surtout dominer la Terre juste pour eux. Et donc, c'est ce qu'on appelle les Earthbound, donc les liés à la Terre, les vieux démons, et Mephathiax en est un d'eux, et la majorité des démons qu'on a croisés, en tout cas les démons qui vivent, pas les démons qui vivent en enfer, qui peuvent être invoqués, mais les démons présents sur le monde physique, l'essentiel de ces démons-là qui ont été tirés, notamment il y a Kupala qui est très important en Transylvanie, lié au Timicé, sont des Earthbound. Ça c'est assez marrant. Donc tout ça pour vous dire que, effectivement, à Montréal c'est compliqué, puisqu'il y a beaucoup de factions qui se tirent la bourre. Se rajoute à ça, en vue de la V5, et pour un peu rendre la V20 plus excitante, parce que finalement Montréal, mis à part le démon et les intrigues politiques, c'est pas forcément hyper facile à appréhender. On vous met un conflit, les développeurs de chez Onyx Path rajoutent un conflit, qui est un conflit qui va opposer la main noire et la tribu perdue, donc gérée par Dastur. À tout moment, les PNJ peuvent se retrouver dans le conflit entre la tribu perdue, qui cherche à atomiser simplement la main noire, et effectivement la Talmarae, donc la vraie main noire. La Talmarae, il faut que j'en parle quand même, parce que ça serait un peu dommage de passer sous propos. Donc l'un des grands suppléments qui a fait hurler beaucoup de gens, c'est sous la seconde édition, par le type qui avait créé par le type qui a composé le Sabbath, qui s'appelle Stephen C. Brown. C'est un supplément qui s'appelle Dirty Secrets of the Black Hand. Donc c'est les sombres petits secrets de la main noire, qui introduisait une nouvelle secte. Donc rappel, il y a deux sectes. Il y a la Camarilla et le Sabbath. Et ce qui s'est passé, c'est que Stephen C. Brown a dit oui, mais il y a une troisième secte, qui est un culte de mort qui a émergé il y a très longtemps, peu après la Seconde Cité. Ce culte de mort était acoquiné notamment était à la base géré par des magiciens humains, qu'on appelle les Eutanatoi. Les Eutanatoi sont des mages qui étudient les cycles de mort et de vie. Et en fait, essentiellement, ils tuent des gens, c'est les cycles, c'est tout ça. L'un des plus le plus grand archimage qu'ils aient jamais eu, s'appelle Vormas, et par un petit effet du métaplot, il est obsédé, il veut pas mourir, et il devient complètement fou, et c'est un des grands méchants bad guy de Mage l'Ascension, et potentiellement c'est lui qui influe en fait les Giovanni et tous les nécromanciens pour essayer de percer le voile qui existe entre le monde des fantômes et le monde des vivants, parce que ça lui permettrait, lui, comme ça il n'y aurait plus de sens à la mort, et lui pourrait devenir immortel. Voilà, ça c'est la petite notule. Donc cette faction du Thanatoi crée un culte de mort. Ce culte de mort va être très rapidement approché par des vampires qui vont dire « Ouais, dis donc, c'est cool ton truc ». Ils vont devenir potes, puis après ils vont se forger dans une sorte de religion qui va être le culte des morts, étudier la mort. Donc c'est pas très loin de ce que faisaient les Cappadociens et les Cappadociens durant le Moyen-Âge et avant. Et à un moment, ce qui va se passer, c'est qu'il y a tellement toutes les factions un peu cheloues, tous les clans, les lignées un peu bizarres du monde des ténèbres vont se pointer. Donc on va avoir notamment
des Narendra. Donc les Narendra, c'est le résultat de trifouillage entre les mages de mort et des vampires. Ça donne en gros des vampires qui sont capables d'aller dans le monde des morts facilement, mais qui ont un gros problème, c'est qu'ils sont cannibales. Ils ne peuvent pas juste boire du sang, il faut qu'ils mangent les gens. Donc évidemment, ça ne les rend pas très sociables. À côté, on va avoir aussi les vrais Brujas qui vont se pointer. Donc on rappelle, les vrais Brujas, c'est les Brujas qui descendent de l'antédiluvien et pas de Troil, qui a diablerisé qui est le premier diableriste en fait de l'histoire de vampires. Donc ils ont la capacité de contrôler le temps. Vient à s'ajouter à cela notamment, pas mal de, je vous passe les détails, mais il y a notamment les Tsimicés du vieux clan, qui sont des Tsimicés qui n'ont pas vicissitude, et qui vivent essentiellement dans les Carpates et qui n'ont pas trop envie de bouger. Et tout ça, toute cette team-là va, en continuant à faire des expériences, en voyageant dans le monde des morts, ils vont tomber sur une cité perdue dans le monde des morts, donc dans la terre des ombres, qui est une espèce de grande cité, une sorte de château, où il y a des sarcophages, avec des noms comme, je sais plus, c'est Ashur, Malakai, j'en passe et des meilleurs, et donc ils vont être sûrs que ces sarcophages sont les sarcophages des antédiluviens. Et c'est là où va arriver leur grande histoire, c'est que la vraie main noire, donc la Manus Nigrum, qui va avoir des schismes, enfin je vous passe l'histoire, c'est pas hyper intéressant en soi, la vraie main noire va dire, ok, on a le berceau des antédiluviens. On sait que les antédiluviens vont se réveiller, puisque la gêne, c'est vrai. Donc, pour protéger l'humanité, parce que c'est quand même des grands philanthropes, pour protéger l'humanité, il faut que quand les antédiluviens sortent, on soit là pour les guider, et qu'on les pointe dans la direction de leurs enfants, et qu'on les pointe dans la direction des vampires, mais afin qu'ils évitent de provoquer malheur et destruction pour les humains. Et donc, la main noire, leur objectif principal, c'est une secte religieuse extrêmement dure, manipulatrice. Son but, en fait, c'est de préparer le terrain pour les antédiluviens qui sont notamment dans la cité perdue, qui s'appelle la cité d'Enoch. Est-ce que c'est la vraie Enoch? Est-ce que c'est le reflet d'Enoch? Puisque dans le monde des morts, il y a ce qu'on appelle les nécropoles. Les nécropoles, c'est les reflets des villes du monde réel, mais plus tard. Donc vous avez la nécropole d'Atlanta, la nécropole de New York, j'en passe des meilleurs. Et pour ça, donc ces petits malins, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, ça, on va infiltrer les sectes. Donc la fausse main noire que vous connaissez, finalement, c'est la vraie main noire qui a infiltré le sabbat et qui a commencé à créer une sorte de petite de marionnette, sauf que la marionnette s'est affranchie depuis, évidemment. Et l'autre objectif, et c'est là où ça fait vraiment gueuler tout le monde, parce qu'ils ont infiltré la Camarilla aussi. Et leur but, c'est eux qui poussent le conflit entre les Camarilla et le Sabbat. Ils détruisent des modérés pour que justement le Sabbat et la Camarilla s'entretuent, qu'ils soient affaiblis, comme ça personne ne sera capable de se battre contre les antédiluviens lors de la GN. Et leur autre objectif perso, c'est qu'en se baladant dans le monde des morts, il y a très longtemps, il y a un Tsimicé qui s'est fait toucher par des créatures cthulesques, monstrueuses, on ne sait pas trop ce que c'est. Et il a contracté une maladie qui est la vicissitude. Donc le grand twist de Dirty Secret et de Black Hand, c'est que la vicissitude n'est pas une discipline enseignée par l'ancien, donc le premier, l'antédiluvien Tsimicé, mais une maladie, un virus, qui se propage de pratiquant en pratiquant. Et donc il peut infecter des gens qui sont hors du clan Tsimicé. Et la main noire essaye de pulvériser ce parasite alien, spectral, j'en passe, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça fait beaucoup, vous l'imaginez. Ça fait beaucoup pour White Wolf qui très rapidement a décidé de pulvériser la main noire par un événement de métaplot dont je tairai le nom. Mais dans la V20, vous avez un gros supplément sur la main noire qui explique un petit peu des pistes, comment l'utiliser, utiliser ou pas l'infection parasitique de la vicissitude. Et tout ça, ça vient avec donc, Children of the Revolution, qui est un autre bouquin qu'ils ont sorti en V20, où notamment Dastur, donc l'assassin de la tribu perdue de Zilla, est décrit. Et donc on vous propose de les faire jouer en opposition à Montréal, qui est le cœur spirituel du sabbat. Donc Métatiax, le démon de maladie, lui aussi est coincé sous terre, et donc il peut manipuler et influencer le sabbat. Il y a la guerre des archevêques, donc il y a différents archevêques qui sont présents à Montréal et qui se battent pour le contrôle de la ville. La question c'est qui va prendre le contrôle de la ville. La Camarilla, donc le coup de poker de Stratconda peut payer selon ce que font les joueurs, et finalement la Camarilla peut réussir à envahir la ville. Et finalement, l'idée que la Talmarae, c'est vraiment le gros problème, et c'est différentes pistes qui peuvent arriver. Donc, Dastur arrive et est détruit par la Talmarae détruit Dastur, Métatiax se nourrit du conflit pour devenir extrêmement puissant et dévorer la ville, provoquant une alliance des différentes factions du sabbat. Quel archevêque va être mis sur le trône? C'est un peu comme ce qui s'est passé c'est un peu comme ce qui se passe dans ce bouquin
à Mexico City, mais d'un point de vue plus spirituel. Ensuite, on arrive à la marche des morts. Donc la marche des morts, c'est Beckett, pom pom pom, qui va à Port-au-Prince, ou évidemment Haïti. Donc vous dites Haïti, vous dites Vaudou. Et vous avez raison. À Haïti, Beckett veut rencontrer il veut rencontrer le baron Samedi. Le baron Samedi est le chef de la lignée des Samedi, qui est une lignée de vampires qui ressemble à des cadavres, en putréfaction. Pas des squelettes, hein, des cadavres. Ils ont une discipline dégueulasse qui s'appelle Thanatonosis, qui leur permet justement de profiter de ça, de se réduire en cendres, d'étendre leur peau, de provoquer des rigor mortis. Et donc Beckett commence à discuter un petit peu avec eux, et il discute aussi avec une autre faction qui est les Serpents de la Lumière. Les Serpents de la Lumière, c'est concrètement des Sétites qui ont fait sécession des disciples de Seth pour rejoindre le Sabbat. Et leur terrain d'opération, c'est essentiellement Haïti. Donc ça fait qu'il y a des factions un peu bizarres qui se baladent, et Beckett va être rejoint par Tali. Donc rappelez-vous, Tali, c'est l'assassin au service de Marcus Vitel, qui est la Sombra et qui était feu Sabbat. Et donc Tali lui dit, bon bah c'est bon, tu as un chèque en blanc de la part de... Pour mener tes études nudistes, tu as un chèque en blanc de la part de Marcus Vitel, mais je vais quand même te suivre. Donc il se retrouve, il commence à enquêter sur des disparitions d'enfants dans des camps, sur des nécrophages, sur les zombies, est-ce qu'ils existent ou pas. Et enfin, il se retrouve à discuter avec le baron Samedi pour essayer d'élucider l'origine du clan. Parce que le grand truc des Samedi, c'est que personne ne sait si c'est des Nosferatu, des Cappadociens, des Giovanni, on ne sait pas. On rappelle, hein, les Cappadociens, c'était le clan des nécromanciens. Ils sont tous fait tuer, leur chef, le Cappadocius, est devenu fou. Ceux qui ont survécu, essentiellement, ont eu la désagréable impression de tomber, enfin, désagréable surprise de tomber nez à nez avec une lignée de ce clan qui était les Giovanni, qui ont pris le pouvoir, qui ont dévoré Cappadocius et qui ont pulvérisé tous les autres Cappadociens. Donc ça peut être peut-être un esprit de vengeance, qui sait. Donc la grande discussion entre Beckett, Josette, qui est une représentante des Samedi, qui est présent, le baron et Tali, se finit très très mal sur le bateau, puisque Tali, en fait, a trahi Beckett, et il est juste là pour... Enfin, il n'a pas vraiment trahi, mais il est juste là pour assassiner quelqu'un. Donc ça se passe très très mal. Les Samedi arrivent quand même à expliquer, à parler d'un type qui s'appelle Strossmann, donc que je connaissais pas. Je sais pas si ça a été inventé pour le bouquin ou s'il était avant. Où Strossmann, c'était l'un des grands esclavagistes Nosferatu qui amenait des esclaves, donc un parfait salaud, de l'Europe jusqu'en Amérique. Potentiellement, tout le monde lui devait des faveurs et vice-versa. Ça aurait été, on ne sait pas, peut-être un agent de Baba Yaga. Et c'est lui qui, dans un accès peut-être de frénésie, aurait bouffé un des esclaves et aurait créé peut-être le baron Samedi. Donc le Beckett arrive à se sentir un petit peu. Josette lui dit, c'est bien, mais la prochaine fois tu feras attention. Il se téléporte quasiment, hop là, direction, il va voir un autre clan qui est les Sétites, donc qui se barre en Égypte, pour aller discuter un petit peu avec notamment Oculos. Donc Oculos, c'est son grand pote, c'est un antiquaire égyptien, c'est un antiquaire britannique qui a été étreint en même moment, donc c'est un Nosferatu lui, en même temps que Beckett, c'est son meilleur ami. Enfin, c'est l'un de ses meilleurs amis, et d'un autre côté, c'est aussi, si vous lisez les bouquins, notamment sur le bouquin GN et tout, c'est assez rock'n'roll parce que dans la timeline des livres, des romans de White Wolf, à la fin, Oculos est connu parce qu'il est enfermé dans la cité où quasiment tous les Cappadociens sont morts. C'est-à-dire qu'avant que les Giovanni fassent leur coup de poker et prennent le contrôle du clan, Cappadocius avait pété un plomb, il a amené tout le monde en Cappadoce dans une cité funéraire souterraine, et il a dit, maintenant, il y en a un sur trois qui peut sortir, tous les autres, vous restez là. Et donc ils sont tous devenus fous, ils sont tous fait dévorer, ils sont tous morts. Certains ont survécu d'une autre manière, mais et Oculos en fait se retrouve coincé là-dedans pendant pas mal de temps, donc on ne sait pas exactement. Et dans le bouquin, comme à la fois dans la campagne, donc dans le supplément de jeu et dans le roman, il est libéré, soit par des joueurs, soit par Beckett, et là il pète un plomb. Oculos, il devient le Punisher, il commence à tuer je sais pas combien de PNJ officiels du setting parce que c'est GN. Et finalement, Beckett arrive à triompher, mais ça a été un peu compliqué. Donc voilà, là on est vraiment sur... on a une explication sur les différents types de lignées qui existent, avec tout un cas sur qui sont les... en parlant de ces lignées, donc avec un inventaire,
sur d'où viennent les samedis, par exemple, pourquoi ils existent encore. On a aussi beaucoup d'éléments sur les Sétites, avec leur évolution de leur base de pouvoir, leur conflit avec les serpents de la lumière. Et c'est assez bref, hein, finalement. Ensuite, on continue avec les Sétites, puisque Beckett va aller s'entretenir et discuter avec Esha. Donc Esha, c'est le personnage vignette sétite, ça faisait longtemps, qui a mis la main sur un artefact, qui est un artefact très très puissant, qui s'appelle l'œil d'Azimel. Azimel, on ne sait pas exactement qui c'est sûrement un très très vieux vampire, peut-être un antédiluvien, peut-être un Méthusalem, mais l'idée c'est que son œil vous pouvez vous arracher votre œil et mettre l'œil d'Azimel à la place, et ça vous permet d'avoir la vision par-delà la vision, d'avoir tous les pouvoirs, de la prescience, être super balèze, sauf que le contre-coup, hormis le fait de vous arracher votre œil, c'est que peu à peu vous êtes possédé par Azimel. Et évidemment, Azimel, comme le T-1000, cherche à se recomposer. Donc, grande discussion entre Lucita, Beckett, qui cherche à savoir, mais est-ce que Esha ne nous envoie pas dans un traquenard? Est-ce qu'il a vraiment l'œil? Est-ce qu'il est possédé? Ce qui lance Beckett sur une grande discussion sur ce que deviennent les Sétites. Pour enfin le renvoyer, alors là, c'est là où ça devient un peu bizarre dans mon souvenir. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut lire au fur et à mesure. Il arrive à tomber sur des enregistrements de quelqu'un qui s'est mis l'œil d'Azimel à la place de l'orbite, et c'est très très mal fini. Il fait un coup, hein, il passe à Détroit notamment, donc on a une petite description de Détroit, on a une description d'une des cours, donc la cour de feu, c'est-à-dire que les Sétites ont différentes cours, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que du chapitre, c'est que les Sétites ne sont pas uniquement monolithiques. Ça, c'est un des grands trucs de la V20 et de la V5, et je pense que c'est une bonne idée. Hein. Après, un petit peu, mais pas trop. Dans le sens, il ne faut pas en abuser, parce que après, ça fait beaucoup de choses à souvenir pour les joueurs, et ça fait énormément ça va faire énormément de diversification, de compartimentage, et je trouve ça un peu dommage, parce que moi je suis un adepte de la V1, donc je préférais quand il y avait 7 clans. L'idée, c'est que certains des Sétites sont religieux, mais ne vénèrent pas Seth, ou pensent que Seth va leur la faire à l'envers. Donc ils gardent une religion pour la corruption, le typhon, mais en mettant Sutek de côté, parce qu'ils se doutent que Sutek, quand il va se réveiller, il va sacrifier tous ses enfants, ne sera pas différent des autres, et que malgré toutes les histoires sur les Aéons, donc les Aéons, c'est comme ça qu'appellent les Sétites appellent les autres antédiluviens, parce que Sutek, dans son historique, dit ouin, moi j'apportais la gentillesse et l'humanité à tout le monde, ça va être un nouvel âge d'or, ça va être super, sauf que mes gros vilains que j'ai étreints, comme Osiris, m'en ont empêché. Isis, c'est une grosse méchante parce qu'elle a créé les momies. Les autres fils de Cain, ils sont tous méchants, il n'y a que moi qui suis le vrai fils de Cain. Enfin bref, vous commencez à connaître la balade. Et on finit avec un petit teasing sur des collaborateurs par rapport aux Sétites. C'est que les Sétites ont un pote, enfin si on peut appeler ça un pote, ils ont un contact qui se fait appeler Lazare. Là c'est assez important, c'est peut-être l'un des éléments qui pour moi est le plus intéressant, c'est assez classique, mais finalement assez intéressant dans le monde des ténèbres et dans l'Empire. Je vous ai parlé de Cappadocius. Cappadocius devient fou, il a 2 enfants, même plusieurs. Il y en a un qui s'appelle Japhet, qui est l'enfant loyal, et il a un enfant qui est un trouble-fête, qui fait n'importe quoi, qui s'appelle Lazare. Quand je dis que Lazare fait n'importe quoi, c'est qu'il commence à faire quéquette avec notamment des adorateurs de Lilith, qui sont souvent pas vus comme des gens très positifs. On rappelle, hein, Lilith, c'est censé être la première femme d'Adam, en tout cas dans certains apocryphes, je crois dans le milieu hébraïque, je crois. Lilith, par fierté, part du jardin d'Éden, et sa coquine avec Cain dans le livre du Node. Dans le livre du Node, on la considère comme étant la première magicienne éveillée humaine. Elle apprend plein de tours à Cain, qui à la fin dit « Ouin, t'es méchante, tu fais que m'étouffer, je me casse ». Et c'est par la révélation, en fait, c'est quand Cain s'éveille, il a la vue des anges qui chacun lui propose le pardon de Dieu, et à chaque fois Cain dit non, rien à foutre, donc il se fait maudire, il supporte plus le feu, il supporte plus la lumière, et à la fin il a la soif de sang. Et à cause de ça, il dit il faut que je me barre, je peux pas rester là. Lilith évidemment l'a un peu mauvaise, et elle enseigne sa propre voix, qui est une voix extrêmement féministe, où la puissance est maternelle, et où finalement Cain
c'est jamais qu'un enfant pour y gâter. Et Lilith a la dent dure, très très dure. Et il y a des vampires qui vénèrent Lilith. Et notamment, donc, pom pom pom, louloulou, qu'est-ce qui se passe? Donc Lazarus, il voit une magnifique prêtresse humaine de Lilith dans une pyramide ou je sais pas où. Hop, là, il décide de l'étreindre, parce que bah, ça reste un vampire pas forcément convenable. Et il crée, pouf pouf, mystère comme ça, il crée une lignée de vampires, de vampirettes qui sont en fait des sectatrices qui sont des sectatrices de Lilith. Et ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui tirent la gueule. Et surtout, Lazarus, quand Cappadocius fait son grand appel pour dire bon bah venez tous dans la petite caverne, ça va bien se passer là, vous inquiétez pas, il va rien. C'est comme quand on vous réunit, quand dans votre boîte on vous réunit, on vous dit vous inquiétez pas, venez, le PDG vous parler, et en fait il vire la moitié de la boîte. C'est un peu pareil. Lazarus il a fait eh ben, je vais pas y aller, ça me semble pas une bonne idée. Et donc Lazarus va s'acoquiner avec donc, des Lillithiens, il va s'acoquiner avec beaucoup de Sétites, il va faire des deals en fait pour survivre en étant hyper indépendant, il va développer des trucs un peu dégueulasses, et potentiellement, il va survivre. Japheth va mourir, en théorie, et Lazarus va survivre. Et durant les siècles, il va prendre une nouvelle identité qui est celle du Capucin, donc un moine, qui va jouer les entremeneurs, qui va vendre des manuscrits, mais c'est un peu comme dans le bazar de... Merde, je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est le bazar de l'épouvante, je crois, de Stephen King, ou le bazar de l'horreur, où il vend des objets, des artefacts, la convoitise au Giovanni, mais à chaque fois que le Giovanni récupère un de ses bouquins, il leur demande un prix qui est incommensurable, et les bouquins finissent toujours par détruire le Giovanni. Donc il y a l'idée que peut-être, évidemment que dans la V1, en tout cas, quand on regardera le livre de clan Giovanni, vous verrez qu'il y a un petit twist rigolo par rapport à ça. Donc voilà, nos amis Sétites ont de drôles d'alliés, en tout cas dans le coin. On a une petite description de Détroit, mais c'est pas hyper intéressant, c'est plus cela. Ensuite, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, Libertalia. Libertalia est donc basé en Afrique de l'Est, c'était un endroit très réputé pour les pirates, et dans le monde des ténèbres, en tout cas dans cette V20, j'ai pas trop de souvenirs, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas de souvenirs dans le bouquin V2 du monde des ténèbres, donc il y a un descriptif de toutes les villes sous influence vampirique et comment est-ce qu'elles fonctionnent. J'ai pas trop lu les livres sur les vampires d'Afrique, mais l'idée c'est que certains vampires se posent à Libertalia pour créer une société vampirique sans anarque, sans sabbat, où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. C'est à ce moment-là, donc Beckett y va, il croise Smiling Jack, avec, ça c'est honteux, KMG a repompé l'illustration, c'est clairement Ian McShane, donc, que vous connaissez peut-être de Deadwood ou de John Wick, qui a été grimé, qui a été repris de Pirates des Caraïbes 4 et repeint derrière, c'est un peu abusé. Donc Smiling Jack, c'est un iconoclaste, donc c'est un pirate qui a été étreint, qui a un brujat, qui cherche à tout péter et faire n'importe quoi, et son but en fait c'est de détruire l'ordre établi, il a étreint beaucoup d'enfants, et il a créé un bazar pas possible partout où il passe, et il est vénéré par une grande partie des jeunes brujats parce qu'il est l'incarnation même d'un certain type d'idéologie brujat. Donc, grande discussion, il parle comme un pirate avec Beckett, et Beckett a l'occasion, à Libertalia, de discuter avec différents vampires, plus ou moins différents. Donc on a des La Sombra anti-tribu aussi, puisque, j'ai oublié de vous dire, les La Sombra, vous les connaissez comme étant un clan manipulateur extrêmement balèze, les bergers, les gardiens de leurs frères, mais il y a ceux qui ont... Ça, c'est les La Sombra officiels. Les La Sombra anti-tribu, ils ont pas rejoint le sabbat, parce que quand le premier enfant de La Sombra a dit non, moi, rien à foutre, je vais faire ma vie. Ah, vous voulez devenir... faites ce que vous voulez, vous voulez créer le sabbat, vous voulez dominer les autres, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez. Moi, je vais prendre mon petit bateau de pirate et je vais me balader. Donc, les La Sombra anti-tribu sont essentiellement des pirates. Ce que je trouve très cool. Et ils sont protégés en partie par... c'est Montano, je crois, le premier enfant de La Sombra qui est un vampire africain extrêmement vieux, extrêmement balèze. Donc bon, ils sont... Et au passage, il a 9 d'humanité, donc c'est assez costaud. Donc voilà, c'est cool, on peut jouer à One Piece avec les vampires. Beckett va croiser aussi un ancien marchand hollandais qui assure des deals pour protéger Libertalia, puisqu'on est aussi... On vous dit, attention, effectivement, c'est très libre, mais ça n'empêche pas que le sabbat vient mettre le bout de son nez, la Camarilla aussi. On a pas tellement une description de la ville, mais les us et coutumes, comment ça se passe, le traité de Tyr qui est présent pour essayer un peu de garder une paix, si on peut dire,
présentement. Et on a des petites amorces avec des anarques, de la Camarilla, le Sabbat. Ce qui est bien, c'est que Libertaria étant très très libre, même s'il n'y a pas de description, ça permet très facilement d'incorporer des nouveaux-nés tout en s'astreignant des côtés les plus étouffants, disons, du monde des ténèbres. On a la description, c'est marrant, il y a un nouveau Justicar, parce que qui dit Sabbat dit potentiellement Camarilla, et le Justicar qui pointe son nez pour essayer de reprendre la ville, en fait, pour la Camarilla, ça arrive aussi. Donc on a un nouveau Bruja. Avant, si je me rappelle, c'était Jaroslav Pacek, qui était le grand Justicar Bruja, qui était une brute épaisse, et a priori il a été changé. Donc ils font ça aussi un petit peu, ils switchent les différents PNJ pour que vous ayez des tables rases, que vous n'ayez pas à vous bouffer tout métaplote des fois pour avoir un petit peu. Donc là, vous avez une brute de guerre avec des machettes qui est là pour reconquérir, pour se battre contre Smiling Jack et reprendre le domaine. Il y a aussi des laibons, donc les laibons, c'est une lignée africaine de vampires. Et on vous propose un petit écart pour éventuellement jouer à une autre époque, ce qui peut être cool parce que c'est plus sympa de jouer dans une île de pirates à l'époque des pirates. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était la 3e vidéo sur le journal de Beckett. Il y en aura encore 5 autres. Je suis content, je prépare bien, ça avance bien. Je vais être prêt pour l'été. Et il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à très bientôt. Allez, salut!